dans ma posture aujourd'hui de CMO part-time, tu es obligé d'être un doueur. C'est quoi les 2-3 points que tu aimerais qu'ils retiennent? Alors, bien maîtriser le business model. Et ensuite, de faire la connexion entre ça et le dispositif qu'on va mettre en place. C'est quand même un métier dérivé de la publicité. Hein. Notre métier, c'est un métier de répétition et de récurrence. On est dans un pays où la culture moyenne, elle n'est pas très élevée en fait en matière de marketing. Ça, c'est un vrai problème. Il ne faut pas chercher à convaincre les gens, il faut embarquer les gens dans quelque chose et qu'ils soient eux-mêmes convaincus de ce que tu racontes. C'est-à-dire, j'ai pas besoin qu'ils comprennent tout, mais j'ai besoin qu'ils achètent un peu l'histoire. Le business, c'est de l'humain en fait. Il faut juste se mettre ça en tête. Si tes équipes elles sont coordonnées, alignées, il y a des chances vraiment que ça fonctionne mieux, plus fluide et que ce soit moins pénible pour tout le monde. Dominique, est-ce que tu peux te présenter, parler un peu de ton parcours, est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Ouais, avec plaisir. Dominique, j'ai 40 ans, je suis CMO part-time. Ça fait 15 ans que je suis dans le marketing. Ça commence à faire un petit bout. C'est une première partie de carrière hyper intéressante. J'ai eu un parcours assez varié, on va dire, avec une constante, c'est que j'ai toujours plus ou moins bossé dans la presta de service. En fait, finalement, j'ai commencé en tant que salarié en agence au service de boîtes de secteurs très différents et de tailles très différentes. Puis ensuite, j'ai monté une agence de marketing avec des associés pendant 6-7 ans sur une verticale spécifique, marketing communication. Et là, depuis quelques années, je me suis repositionné en CMO part-time. Donc toujours en fait avec cette approche de placer le marketing comme un élément, comme une brique particulière au sein d'une boîte en fonction du contexte et de la verticale. Donc c'est un peu ça le trait d'union entre tout ce que j'ai fait depuis 15 ans au service de... je sais plus, j'avais compté, mais pas loin de 200 clients, je pense, si je mets tout bout à bout de boîtes différentes, de la petite PME à Nestlé et à je sais pas qui, quoi. Donc ça, c'est un peu la manière dont je me présenterai. Et puis j'ai cofondé il y a un peu plus d'un an une communauté qui s'appelle Futur Proche, qui est une communauté de C-level et leaders marketing com en France. On est un peu plus de 350 là à l'heure actuelle. Je sais pas quand ça va sortir, peut-être qu'on sera plus. Probablement. Non, avec un but clé, c'est de se dire que on est sur des métiers assez hybrides, assez variés, avec des niveaux, avec des zones, des scopes de travail assez variés. Donc, on a voulu monter quelque chose qui rassemble en fait ces profils différents, autant salariés que indés, grosses boîtes, petites boîtes, start-up, scale-up, ETI, PME, enfin voilà, et puis des indépendants évidemment comme moi, pour avoir un endroit à se retrouver, échanger, partager nos visions du métier, partager nos manières de faire en fonction des situations où on est, des écueils qu'on rencontre, etc. Donc, Futur Proche, c'est une brique complémentaire qui, moi, me manquait à titre personnel avant qu'on le monte, et qui est venue apporter ce truc-là, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis qu'on développe voilà, en parallèle de tout ça, quoi. Trop bien, merci Dominique. Alors pour le coup, toi et moi on se connaît bien. On fait partie de la communauté des part-time. On se croise beaucoup. On se croise pas mal, effectivement, on a l'occasion d'échanger de manière régulière. La raison pour laquelle je voulais absolument faire cet épisode avec toi, c'est que, comme tu l'as précisé, du coup, tu fais partie de ces profils qui sont en part-time depuis longtemps. Tu as travaillé avec énormément d'entreprises. Et je sais que tu as une vision presque hyper intéressante, presque philosophique du marketing. Et l'un des sujets que je voulais aborder avec toi, c'était de parler un peu de la place du marketing dans le revenu. Tu as accompagné énormément de typologies d'entreprises différentes. Et du coup, le premier point que je voudrais, en fait, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est déjà que tu essaies de me partager ta vision très globale, assez macro sur, en fait, c'est quoi pour toi la place du marketing dans le revenu. Et ensuite, sur cette base-là, La question large. et sur cette base-là, ensuite, on essaiera de rentrer un peu plus dans le sujet. Mais déjà, ça m'intéresse de comprendre quelle est ta vision macro sur cette partie. Alors, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si j'ai une vision philosophique, mais en tout cas, j'ai une vision personnelle qui est liée aussi à ce que j'ai connu, moi, en tant que pro. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé au marketing justement pas par le revenu, en fait, à l'époque, quand j'ai commencé à bosser. Et j'étais sur des segments où j'étais un peu plus éloigné du revenu, en fait, pour plein de raisons, les typologies de missions, etc. Et je m'en suis rapproché au fur et à mesure. Donc, en fait, j'ai fait ce déplacement de très déconnecté du revenu à très connecté au revenu. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé dans le marketing en France depuis 15-20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, dans plein de boîtes, c'était très déconnecté du revenu. Aujourd'hui, avec, à la faveur de plein de caractéristiques, plein de critères du contexte, c'est-à-dire les outils existants, c'est-à-dire la situation économique qui fait que c'est un peu plus compliqué, donc il faut aussi aller un peu plus dans le détail, dans la granularité des choses. On a eu tous l'obligation en fait de se dire le marketing ne peut plus être que déconnecté du revenu de manière vraiment pure. Il faut arriver à s'en approcher davantage,
toute l'évolution qu'il y a eu dans les années 2010 autour des startups avec la culture US, anglo-saxonne sur ces sujets-là, a évidemment aussi poussé dans cette direction-là. Alors parfois à l'excès, et on en parle souvent toi et moi, mais on pourra en reparler aussi ensuite. Je suis pas non plus très fervent de l'ingénierisation de nos métiers parce que je pense qu'on va trop loin. Il faut garder cet équilibre. Donc ensuite, pour répondre à ta question, parce que j'ai fait une intro qui était pas du tout une réponse à ta question, pour répondre à ta question, la place du marketing par rapport aux revenus, elle est super relative en fait. Moi, je pense qu'on est sur un métier très relativiste en fait. Et c'est ça la difficulté de nos métiers. C'est-à-dire qu'en fait, et moi, c'est un des trucs que j'essaye d'expliquer, en tout cas, c'est ma vision à moi, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule dans nos métiers. Alors, tu vas me dire, c'est peut-être le cas dans quasiment tous les métiers, mais je trouve que dans le marketing, il y a beaucoup de contexte, il y a beaucoup de relativité. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction d'où tu te trouves, du moment où tu t'y trouves, de ce que tu as autour de toi, il faut que tu inventes un chemin, il faut que tu inventes un passage, il faut que tu inventes une manière de faire qui sera peut-être uniquement propre à cette boîte aujourd'hui, ici et maintenant. Et peut-être que tu la retrouveras plus jamais. Et je fais souvent une analogie liée au sport. Je consomme pas mal de sport. Je trouve que c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans le sport aussi. C'est-à-dire qu'en fait, un club, une équipe, un coach, un moment, une saison, quelque chose qui se crée, une magie qui se crée, tu auras beau essayer de le répliquer 3 fois de suite en fait dans des saisons qui suivent ou le refaire 10 ans après, peut-être que ça marchera jamais autant ou mieux ou moins bien. Je dis pas que c'est exactement pareil, il y a aussi des méthodos et des approches, mais pour vraiment connecter le marketing au revenu de manière vraiment efficace, il faut avoir cette approche relativiste en fait. Donc c'est ça la difficulté de nos métiers et c'est ce qui le rend difficile à expliquer, difficile à justifier et ce dont sûrement on va discuter aussi ensuite, difficile à montrer, voilà. Donc je pense que cette relation marketing-revenu, il y a une petite relation un peu amour-haine en fait, quoi. C'est vraiment, on est évidemment dépendant du revenu qui est généré et l'impact qu'on arrive à y mettre dessus, qu'il soit petit, moyen, grand, selon où on se trouve. Et en même temps, des fois, on est un peu prisonnier de ça nous empêche de bosser, ça nous handicape, ça nous bloque pour plein de raisons, quoi. Donc moi, ça, c'est ma vision. Mon taf au quotidien, c'est de trouver cette connexion en fait en permanence, enfin en permanence. On va dire sur le moyen, long terme, d'arriver à la trouver. Et c'est pas toujours facile. Il y a des fois où j'y arrive pas vraiment bien pour plein de raisons parce que bah, on bosse avec des équipes et qu'on n'est pas tout seul, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ça le truc. Et puis on a la particularité française aussi pour finir où le rôle du marketing, il est un peu particulier en France. C'est-à-dire que tout ce que je viens d'expliquer est pertinent quand on est pour moi dans une culture anglo-saxonne. Moi, je le vois chez des clients, des anciens clients ou des collègues que j'ai. Avec la culture française, la place du marketing, elle est très bizarre en fait. Elle est très hybride en fait. Et ça dépend vraiment de la boîte où on se trouve. Donc voilà. Et même de. Alors, je vais pas aller directement sur ce J'ai sujet-là. balayé 40 sujets d'un coup. Voilà, non, mais j'étais sûr que ça irait comme ça, donc c'est très bien. Ça, c'est un sujet sur lequel je voulais revenir un tout petit peu après. Je pense que le premier point sur lequel je voudrais revenir, et qui en fait qui est aussi très lié un peu à mon expérience pro en tant que part-time CMO, il est vrai que la place du marketing par rapport aux revenus, à titre perso, je trouve que c'est très lié en fait à un contexte. Le contexte s'explique, comme tu l'as dit, par rapport des fois à un moment donné, les gens qui sont là, etc. Et je trouve quand même qu'il y a un élément qui est toujours ultra important, en fait, c'est la vision du dirigeant. La vision que le dirigeant va avoir pour le marketing. Dans le terme vision, j'inclus aussi peut-être le niveau de maturité qu'il peut avoir sur cette thématique-là, en fonction de où il se trouve, la typologie d'entreprise, etc. Et du coup, j'aurais bien aimé que par rapport à cette vision du dirigeant, le premier point moi, qui me vient, c'est la notion de centre de coût. Pendant longtemps, en fait, on a parlé, et d'ailleurs on en parle encore aujourd'hui en fonction des structures, on dit que le marketing est un centre de coût. J'aimerais bien avoir en fait ton regard sur ça. Comment tu te positionnes par rapport à ça quand tu arrives dans une boîte, qu'on te dit ça? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu te mets en opposition? Est-ce qu'au contraire tu essaies d'éduquer? Est-ce que des fois tu l'acceptes et tu le fais autrement? Je me lève et je m'en vais. Ok, non, Non. non, non, tu vois, Non, mais j'aimerais que tu me parles un peu évidemment, de ça, ouais. c'est un truc que j'ai toujours rencontré, toi aussi, et je pense qu'à peu près n'importe qui bosse dans le market et qui gère une mini-équipe de 2 personnes a rencontré ces discussions. À partir du moment où tu gères un budget, tu rentres dans ces discussions. Alors, il y a 2 sujets que tu as abordés. La vision du dirigeant, et je pense que je vais y revenir après parce que c'est très important. La partie centre de coût, en fait, moi, en ce qui me concerne, il y a 2 choses. C'est que mais c'est lié aussi à la culture marketing, en fait. Moi, je pense que le nerf de la guerre, en fait, c'est ça. C'est que on est dans un pays où la culture moyenne, elle n'est pas très élevée, en fait, en matière de marketing, sortie des experts du marketing. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Tu penses qu'un truc va te coûter quelque chose quand tu ne sais pas ce que ça peut t'apporter, ce qu'il y a derrière, ce que ça présuppose, ce que ça nécessite, en fait. La différence, par exemple, qu'il y a souvent entre les sales et le market, c'est que le sales, il n'y a pas vraiment de phase de production de quelque chose, en fait. Et en fait, les coûts de nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est des coûts liés à de l'outillage qu'on utilise, des coûts liés à de la production de contenu. Là, on est ici dans un endroit qui fait ça au quotidien et on sait ce que ça coûte de créer du contenu de qualité.
et des coûts liés au fait d'être présent physiquement quelque part. Tu vois, si je schématise un peu ou de manière dématérialisée online. Euh, Ça, évidemment, si tu prends que l'angle de ce qui sort, bah, évidemment, ouais, c'est un centre de coût, tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais en fait, c'est comme si je te disais, ok, ben en fait, aller dans tel restaurant, c'est un centre de coût. Ouais, mais qu'est-ce que ça te fait rentrer d'aller passer la soirée? Qu'est-ce que ça t'apporte en termes juste de nutriments, de survivre en mangeant? Et puis par ailleurs, qu'est-ce que ça va t'apporter autour, en fait? Bah, si tu veux, en fait, si tu prends que le premier début de l'histoire, tu vois, si dans ton PNL, tu es juste basé sur les pertes, bah ouais, bah évidemment, tu vois, c'est un centre de coût. Moi, je préfère parler de centre d'investissement. Donc ensuite, le vrai problème, et ça, c'est une situation que moi je connais tout le temps, c'est que c'est vraiment très dépendant du contexte et que le marketing est une variable d'ajustement numéro un. Ta boîte, elle fait 10 millions de CA ou 100 millions de CA, tu vas avoir X budget. Les projections à Q2, Q3 sont pas bonnes. Tout de suite, tu vas perdre 50% de ton budget, en fait. Et c'est ça la difficulté, en fait, aujourd'hui, c'est que comme il y a une corrélation inverse, c'est pas du marketing vers le revenu, c'est du revenu vers le marketing, ok, bah, en fait, tu es très dépendant de ça. Et le problème qu'on a, nous, c'est qu'il y a plein de moments où, en fait, tu ne peux pas prouver sur un cycle de vente à court terme, tu peux pas prouver ton impact en l'espace d'un mois, en fait. Il y a beaucoup de contexte. Donc, du coup, c'est ce centre d'investissement qui compte pour moi. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer en disant, mais ok, tu vas lancer 100 là. Ok, c'est une dépense sur tes résultats. Il faut que tu ailles le justifier derrière. Qu'est-ce qu'on peut essayer de se projeter sur quoi? Quel type d'objectif à 6 mois, à 3 mois, à 6 mois, à un an avec ce 100 là qu'on va sortir, tu vois? Et typiquement, je vais reprendre l'exemple. Alors moi, je l'ai vécu il y a quelques mois, mais je pense que toi, du coup, tu vas pouvoir aussi donner un exemple. Mais le coût là, actuellement, il y a pas mal de budgets qui sont revus à la baisse et c'est assez complexe dans pas mal d'industries. C'est quoi, toi, l'approche que tu essayes d'avoir pour essayer de limiter au maximum cette baisse budgétaire? Parce que tu vois, en fait, moi, ce que je trouve assez contradictoire, c'est que à l'échelle de l'histoire, c'est quand même assez facile de retrouver des exemples. Non, mais tu vois, c'est assez facile de retrouver des exemples où on voit le budget du marketing a été coupé, et en fait, il y a un impact direct de baisse sur les revenus. Et Ouais, mais la en fait, corrélation, elle est directe. c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'en fait, la moitié de tes boss, déjà, c'est pas eux qui dirigent leur boîte. Il y a des boards, il y a des actionnaires, il y a des invests. Donc en fait, ils sont obligés aussi de faire plaisir, et j'aime pas ce terme-là, mais c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire d'avoir un narratif qui va dans le sens de ce que ces gens-là aussi ont en tête pour les boîtes avec lesquelles ils collaborent, tu vois. Donc déjà, ça c'est un frein de toute façon, mais ça c'est dans toutes les boîtes du monde, tu vois. Et je le vois au quotidien, bref, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est ce sujet-là. Et en fait, ton budget, franchement, une fois sur deux, il va être dépendant de ça. Donc ça veut dire qu'en fait, avant même que toi, tu aies pu ouvrir un PPT avec 3 slides pour justifier de ton ROI, etc., et de tes leads et de ce que tu veux, de toute façon, les gens, ils arrivent déjà avec une zone, tu vois. Et tu auras beau faire ce que tu veux, ta zone t'en sortira jamais. Voire même, on va te dire, ok, tu as 100, puis on reviendra te voir 3 mois après, on va te dire, en fait, tu as plutôt 75, mais tu fais la même chose en obj. Et ça, tout le monde le rencontre, en fait. Donc, ça, franchement, il n'y a pas de solution. Il faut pas dire de mytho. Tu auras beau faire toutes les justifications que tu veux. Comme on est dans un métier où on ne peut pas s'engager sur le fait de se dire, OK, je te fais 3 fois plus de leads avec le même budget, tu vois. Genre, qui peut dire ça aujourd'hui? Qui est en capacité de dire ça, à part de trouver la martingale ou un truc de fou, avoir une idée de génie, peut-être, tu vois. Mais dans la réalité au quotidien, chez 99% des marketeurs comme toi et moi, qui sommes des gens moyens dans notre métier, tu vois, c'est-à-dire on n'est ni très bon ni très mauvais, on est bien, mais voilà, pas des génies non plus. Bah franchement, moi je peux pas dire à un client, ouais ok, vas-y, tu m'enlèves 20% de mon budget, mais je te fais 2 fois plus de bises. Et donc ça, tu vois, tu auras beau faire ce que tu veux. Donc, par contre, ça n'empêche pas de quand même se dire, je vais expliquer, je vais essayer de montrer ce qu'on fait, je vais essayer de montrer l'impact que ça a, et je vais essayer de trouver ce lien particulier au revenu. Je reviens à ça. Par contre, attends, je voulais revenir sur un point intéressant, c'est la vision du dirigeant. La vision du dirigeant du marketing, parce que tout se joue là, en fait. Moi, les clients avec qui ça s'est pas très très bien passé par le passé, il n'y en a pas eu tant que ça, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. C'est des gens qui comprenaient rien au métier, qui voulaient pas comprendre et qui ne s'intéressaient pas. Tu auras beau arriver avec tous les chiffres que tu veux, pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision très paracommerciale en fait du marketing. Pour eux, alors je parle vraiment sur l'aspect plus B2B évidemment, parce que c'est beaucoup plus le cas. euh, le marketing n'est qu'une forme d'activation du commercial en fait. Eux, ils ont une vision vraiment très comme ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas la phase stratégique, la partie vraiment créativité. Et en fait, nous on le sait. Regarde, encore une fois, on est ici dans un studio où en fait cette partie exécution, elle est très importante. De l'idée à l'exécution, à l'impact, en fait, c'est au milieu que ça se joue. C'est ici, c'est la manière dont le truc prend forme. L'idée prend forme pour engager quelqu'un et créer du business derrière. Bah, ce truc-là, il y a plein d'endroits où en fait les mecs ils veulent pas comprendre ça, quoi. Et ça, c'est vraiment un écueil en France. Moi, je trouve que la culture du dirigeant, en moyenne, elle est assez faible. Et donc, futur proche, très modestement, pourquoi si on a voulu monter un truc où on rassemble des gens, c'est aussi entre nous, mais aussi à l'extérieur pour essayer à terme
porter une espèce de petit message unifié de ça, de se dire, en fait, notre métier, il est compliqué parce qu'il y a plein de variables, parce qu'il est très relativiste et qu'il y a des contextes différents. Et porter ce message-là et pas se plaindre, pas dire ouin ouin, vous nous aimez pas, vous ne comprenez pas, vous nous coupez les budgets, mais plutôt de leur expliquer qu'en fait, pour trouver un marketing qui marche, c'est du fine-tuning en fait. Ok. Voilà. Et alors, moi, je rebondis sur 2 trucs là, parce qu'il y a 2 sujets que je veux traiter. Le 1er, très bien, on a parlé du dirigeant, la vision du dirigeant, les niveaux de maturité et cetera. Et effectivement, les dirigeants ne sont pas tous égaux, notamment en France en fonction des secteurs ou des industries. Il y a des niveaux de maturité qui sont différents par rapport au marketing. Là, la question que j'ai, elle est assez pratique, mais en fait, toi, c'est quoi ton approche, ta méthode pour essayer de faire monter en maturité le dirigeant sur le sujet marketing? Et j'insiste sur la notion de maturité, parce que Mhm. je trouve que c'est compliqué d'essayer de convaincre. Convaincre n'est peut-être pas la bonne approche, mais plutôt d'essayer de faire monter. Donc, est-ce que toi, tu as des méthodes ou alors une histoire, un exemple à Ouais. partager sur ça qui pourrait être intéressant et qui Bah, va permettre d'aider les gens? ouais, t'as raison. Il faut pas chercher à convaincre les gens. Il faut embarquer les gens dans quelque chose et qu'ils soient eux-mêmes convaincus de ce que tu racontes. En tout cas, un petit peu. C'est-à-dire, j'ai pas besoin qu'ils comprennent tout, mais j'ai besoin ils achètent un peu l'histoire. Bah, moi, ma méthode, en fait, c'est d'aller montrer cette profondeur. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais comme tout le monde. Tu vois, j'arrive dans une boîte, j'essaie de me faire une idée assez rapidement de la situation. Et après, j'essaie de monter un petit narratif où je leur montre, en fait, que je vais travailler en 3 dimensions, à la fois sur la partie stratégique. Il y a toujours un peu de travail, tu vois, sur les éléments, les fondations stratégiques, surtout dans les boîtes où il n'y a pas beaucoup de marketing avant, en fait, c'est rarement adressé même. Donc ça, il y a un gros travail à faire. La partie, ce que j'appelle plus architecture, structuration, c'est comment je m'équipe ou je monte une méthode de travail ou de l'outillage pour faire en sorte que le marketing avance. Et donc ça va autant du côté de la méthodo de travail, parce que parfois c'est vraiment juste des problèmes de méthodo, c'est-à-dire il n'y a pas de méthodo, soit du côté de l'outillage, c'est-à-dire il n'y a pas d'outils vraiment pour travailler, mais depuis le project management, hein, vraiment jusqu'au stack marketing. Et après, la troisième partie, ce que je montre, c'est la partie activation-exécution, donc la partie plus tactique. Qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à tout ce qu'on vient de se dire, tu vois. Et si tu bosses sur ces 3 dimensions-là, tu vois, la stratégie, la partie méthodo-outillage et la partie activation tactique, là, pour moi, tu montes la chaîne du marketing. Notre métier, c'est d'aborder ces 3 trucs un peu en permanence. On est plutôt parfois sur le 2 et le 3, puis après on repart sur le 1, puis du 1, machin. Ça dépend un peu des contextes et des boîtes. Donc. Et ensuite, j'essaye d'expliquer ça aux dirigeants simplement, tu vois. Je fais genre une poignée de slides, mais vraiment, je rentre pas dans le détail de tout, tu vois. J'essaie juste de leur montrer où est-ce que ça va se jouer et qu'est-ce qu'on doit faire. Et s'il y a un quatrième point que j'ai oublié, c'est la coordination avec les autres équipes. Les autres équipes, c'est qui entourent le marketing? Ouais, le sales, Ouais, les RH, le product, tout ce que tu veux, le légal dans certaines ouais, boîtes, ouais. la finance, etc. Parce qu'il y a des boîtes, en fait, la problématique de la place du marketing, c'est avant tout de la problématique de relations humaines entre les équipes. Et ça, moi, je l'ai connu assez souvent chez des clients. En fait, il y a pas. Marketing n'est pas incroyable, mais il n'est pas zéro non plus. Les méthodos, elles sont OK, juste ça peut être un peu accéléré, être plus régulière et plus punchy, mais voilà. Par contre, le vrai problème, c'est que ça se parle pas, ou ça s'entend pas, ou ça collabore pas, voire ça se tire dans les pattes. Et ça aussi, c'est un sujet, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé et récemment, de rentrer chez un client où je commence à vouloir parler revenus, objectifs, machin. Il me dit attends, je t'arrête 2 secondes. Moi, mon premier défi, c'est réaligner les équipes ensemble dans une direction un peu commune, tu vois. Et je rebondis sur ça rapidement parce que je trouve ça c'est assez marrant. Tu vois, nous, quand on a lancé, Unlockem avec Emmanuel, donc là, on a lancé, enfin, comme tu le sais, évidemment, mais des formations qui sont un peu plus stratégiques, community-led growth, le branding, et Ouais. cetera, et des formations très soft skills. Et il y avait une formation qu'Emmanuel, elle voulait absolument faire, c'était sur l'alignement avec les autres C-level de l'entreprise. Ouais, je l'ai Et vu. Ouais. et et moi, tu vois, sur le papier, c'était la formation qui m'intéressait le «moins» entre guillemets, pour je sais pas quelle raison, peut-être parce que j'étais plus excité à l'idée de faire des trucs très stratégiques, mettre du growth, c'est hyper sexy et cetera. Et j'ai été hyper étonné en lançant Unlockem de voir qu'en fait cette formation-là, c'est la deuxième qui a été la plus consommée et Parce surtout que où il y a eu les meilleurs retours et le plus de questions et de commentaires. parce que c'est stratégique. En Ouais. fait, c'est là en fait aussi le malentendu, mais ça c'est LinkedIn et c'est les vitrines en fait des méthodos KPIisés H24 surtout, tu vois. Ce qui est très bien en un certain sens, ça fait progresser tout le monde. C'est que le business c'est de l'humain en fait. Il faut juste se mettre ça en tête. Et notre métier à nous dans le market, c'est d'essayer de gérer cet humain en fait, dans un certain sens quoi. On ne travaille qu'avec de la matière humaine en fait, et de la data et de la tech etc. Mais au final c'est pourquoi c'est pour gérer de la matière humaine, tu vois. C'est pas très joli à dire, mais c'est vraiment ça en fait le métier. Et ce qui fait que moi franchement au moins 30% du temps, il y a des problématiques de collaboration de boîte. Voir si c'est pas 50, voir si c'est pas plus. Et je te dis, ça m'est arrivé d'arriver chez des clients récemment même, où on me dit, ça va être ton premier défi. OK. Tu vois. Et donc,
pourquoi les dirigeants qui disent ça, pour moi, c'est des gens qui comprennent leur métier. Parce qu'en fait, ils savent très bien quoi. C'est que t'as beau avoir pas la meilleure équipe, pas les plus gros budgets, pas la meilleure méthode. Si tes équipes elles sont coordonnées, alignées et qu'elles avancent à peu près dans le même sens, même si on n'aura jamais les mêmes backgrounds, etc., il y a des chances vraiment que ça fonctionne mieux, plus fluide et que ce soit moins pénible pour tout le monde. Tu vois. Et donc ça, je pense que... Et c'est pour ça j'avais écrit dans une newsletter que je fais là de manière à peu près hebdo, j'avais écrit un papier l'année dernière là-dessus sur le rôle du marketing en tant qu'unificateur, tu vois, au milieu. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, nos métiers touchent à peu près toutes les spécialités. On a besoin de tout le monde. C'est-à-dire, quand on bosse, moi, j'ai besoin d'avoir le légal qui me valide un truc, le product qui me fournit quelque chose, les sales qui viennent me donner des argus que j'ai pas, le studio créa qui va m'aider à faire quelque chose, et la tech qui va m'aider à faire quelque chose. Et notre métier, en fait, il marche quand on prend ces briques et qu'on essaie de les rassembler, en fait. Souvent, il y a cette situation, en tout cas dans pas mal de boîtes, ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que tu retrouves souvent, pour moi, chez des leaders marketing com, des gens qui sont plutôt ouverts aux autres, ouverts à la diversité des métiers et curieux de se dire comment je vais aller chercher ça, tu vois. Et si tu arrives à aligner ça dans ta boîte et à régler un peu ce truc-là, généralement, les boîtes, même petites, grosses, où les C-level sont à peu près alignés et que ça collabore bien ensemble, voire même les mecs s'apprécient, il y a quand même de fortes chances d'un point de vue business que ça se passe beaucoup mieux et que ce soit moins pénible pour tout le monde. Donc, tu vois, c'est ça qui est important. Et je suis hyper aligné, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi, je suis aussi énormément monté en maturité ces dernières années, au fil des expériences que j'ai pu rencontrer, de prendre des boîtes de plus en plus grosses. Parce qu'en fait, plus tu grandis plus la boîte devient importante, plus ces enjeux deviennent clés, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, ça se hiérarchise, etc. Donc c'est un truc que j'ai pas mal appris. Puis tout à l'heure, tu me lances sur le sujet de la différence culturelle entre la France et l'international. Euh, alors, le discours qu'on entend beaucoup, du coup, c'est il y a une différence fondamentale entre ce qui se passe aux US ou dans les pays anglo-saxons, le niveau, la- le niveau de maturité, la compréhension culturelle du marketing par rapport à la France. Alors, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu, mais moi, ce qui m'intéresse surtout. Mec, je suis venu faire de l'anthropologie Ouais, 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 non, marketing, mais en là, fait, c'est chaud là. non, mais parce qu'en fait, non, mais en fait, c'est hyper intéressant et juste, j'aimerais qu'on n'aille pas sur la facilité de dire que en fait, bah, c'est différent, nous, on comprend pas, etc. en France. Ce qui m'intéresse surtout, c'est en fait quels sont les exemples ou quels sont qu'est-ce qu'on doit prendre de leur vision marketing? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce sujet-là, c'est de se dire, bien sûr qu'on n'a pas le même niveau de maturité, mais en fait, on n'a pas la même culture. Donc en fait, on peut pas tout prendre, on peut pas tout importer. En Donc en fait, fait, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? je suis assez d'accord avec ça. Je pense que je vais remonter loin, mais je dis pas qu'il Ça faut fait peur, remonter. ça. Non, mais je dis pas qu'il faut remonter jusque là, mais tu vois, ça m'arrive de réfléchir à ce sujet et en fait, tu te retrouves à remonter là. C'est-à-dire, je pense que de manière vraiment très profonde dans ce sujet-là, c'est notre rapport au commerce et à la commercialisation en France et dans notre culture française. Je suis pas expert du sujet du tout. J'ai quelques études à l'époque derrière moi, mais déjà ça remonte. Et en plus, je suis pas du tout un chercheur sur le sujet, mais la place de la commercialisation dans nos métiers impacte ça. Ça, c'est le premier point. La place du commerce, de ce qu'est le commerce, c'est le fait de vendre dans la société américaine et dans la société française n'est pas la même. Et ça, je pense que tout le monde le sait et j'apprends rien à personne. Et je pense qu'en bout de chaîne, tu vois, si tu remontes, mais ça, c'est des choses qui remontent à des siècles en fait, et il y a du religieux derrière. Tu vois, il y a de la culture. Il y a un fondement religieux de tout ça, c'est-à-dire la culture protestante dans certains pays, c'est pas la même que la culture chrétienne sur ces sujets-là, tu vois, etc., etc. Tu vois, si tu remets en fait tout ça un peu en fond, et tu arrives aujourd'hui, tu te rends compte que il y a plein de boîtes où en fait la place de la commercialisation, elle est très différente de tu prends la même boîte aux États-Unis, tu vois. Les rôles n'ont pas les mêmes. Qu'est-ce que ça produit ça? Ça produit que dans une discipline aussi jeune que le marketing, parce qu'en fait à l'échelle du business, il y a 50 piges, le marketing, ça existait, mais bon, c'était quand même assez nouveau, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et en fait, la maturité du marketing, c'est quelques décennies maximum. Si tu te mets à la place d'un plombier dont le métier existe depuis, j'en sais rien, tu vois, toujours, tu vois bien qu'en fait, on est sur des disciplines et des expertises qui remontent à pas si longtemps. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'en fait, le métier qu'on fait, pour moi, il n'y a pas de bassin culturel, tu vois, il n'y a pas un terreau culturel très fort en France sur ce métier-là, quoi. Tu vois, à part quelques représentations via des séries, via des films ou des a priori. Et d'ailleurs, c'est un truc aussi dont j'avais déjà traité que j'aime bien, c'est le métier du marketing et de la com dans le langage de la rue, c'est que négatif. C'est du marketing, ouais, c'est que de la com. Ça, c'est encore un truc, mais moi, je l'entends toutes les semaines, partout, même dans des secteurs proches du business, tu vois. Et c'est toujours la fin de phrase, c'est ça, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas juste gratos, c'est que tout le monde grandit avec ça en tête. Tu vois. Et évidemment qu'il y a des défauts, etc., etc. Donc, pour revenir à ta question, en fait, la différence fondamentale entre la France et un pays anglo-saxon, parce que c'est là où
peut-être certains pays asiatiques d'ailleurs aussi, où c'est un peu différent, mais je suis moins expert. Si je prends les États-Unis, je pense que c'est la place de la vente et de la commercialisation, tu vois. La vente au sens transaction du terme, quoi. Je pense qu'on est moins à l'aise en France avec ça, et on est moins à l'aise avec la mise en scène de cette transaction, ce que nous on fait. C'est-à-dire, on va mettre en scène quelque chose pour essayer de produire un échange. Quand on se serre la main, on s'entend, il y a une transaction financière, et il y a une transaction soit de service, soit de bien, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France culturellement qui sont pas très à l'aise avec ce sujet. Je veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus parce que c'est compliqué, mais en tout cas, tu vois, je pense que ça se joue là. Et en bout de chaîne, quelque part, nous, je pense qu'on hérite un peu de ça aussi. Et donc, ce qui fait que on doit justifier qu'on n'est pas là pour bullshiter, on n'est pas là pour arnaquer, on est là juste pour créer de la dynamique, créer de l'engagement, créer de la préférence, créer du top of mind. Tu vois, tous ces trucs-là que nous, on voit positivement, toi et moi, dans nos métiers, Ouais. c'est rarement vu comme ça, en fait, par les gens à l'extérieur. Donc ça aussi, pour moi, ça fait partie de l'éducation, de l'histoire qu'on doit raconter, tu vois. Le rôle du marketing, aujourd'hui, c'est ça. C'est un rôle d'accélérateur, c'est un rôle de dynamiteur, parfois même, tu vois. On peut prendre un truc qui existe et essayer vraiment de le pousser à tel point que ça va exploser. Ça, c'est notre rôle aujourd'hui. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Voilà. Ok. Donc, tu vois, la différence, je pense qu'elle se joue là. Et donc, après, les méthodes de travail, les outils, le mindset, bah, tout, tu vois, tout est différent, forcément, tu vois. Et justement, toi, si tu devais, enfin, pour toi, s'il y a, parce que là, tu parles des méthodes de travail, du mindset, etc. Mais s'il y a une chose sur laquelle on devrait vraiment s'en inspirer, parce que ça aurait vraiment beaucoup d'impact et ça pourrait bien fitter avec la manière dont le marketing est pensé en France, tu irais chercher quoi, toi? C'est ce qui est fait peut-être plus dans les pays anglo-saxons ou Ouais, aux ouais, États-Unis notamment. ouais. Ou en fait, c'est quoi, par exemple, toi, le truc typiquement, on parle beaucoup du mindset. Est-ce que le mindset, c'est le plus facile à aller chercher? Est-ce qu'il faut pas plutôt se concentrer sur Je la pense vision que stratégique, les outils? bah, ce qui est ouais, en fait, le vrai truc, à mon avis, la vraie différence pour moi, c'est la partie project management, en fait. Je pense qu'en fait, la méthode de travail et la manière dont on va discipliner, organiser, processer, penser ce qu'on fait et ce qu'on fait aujourd'hui, demain, après-demain, les séquences, les répétitions de séquences, etc. Moi, en tout cas, tu vois, modestement, quand ça a vraiment un peu plus explosé dans les années 2010, avec tout le rush qu'il y a eu autour de l'univers un peu, enfin, de la nouvelle époque, nouvelle ère, nouvelle génération de startups, Silicon Valley, etc., etc., etc. Le bon point positif, c'est que je pense que ça a amené ça dans le marketing, tu vois. Ça a fait exploser aux États-Unis. Alors, il y a eu gros hacking, gross marketing, etc. Bon, c'est un peu des déformations, mais au final, c'est du marketing au sens large, tu vois. Il y a eu ce truc-là où on a un peu plus processé, méthodologisé en fait notre travail. Et aujourd'hui, quand je vois comment on bosse par rapport à il y a 10 ans, tu vois, évidemment, ça n'a rien à voir, mais les outils sont différents. Donc, ça, c'est un truc à prendre pour moi. Après, il faut le placer au bon endroit. Parce qu'en fonction des moyens dont tu disposes, si tu es dans une PME avec une équipe de 2 personnes, bah, tu peux pas en fait faire de ta vie un process. T'as pas les ressources, ça va handicaper ton market. Et surtout, il y a un truc très important, c'est que je pense que nos métiers se jaugent un peu dans l'équilibre. Faut un peu de bordel, parce qu'en fait, il faut un peu de bordel et d'intuition. Je suis pas Ouais. très joli à dire, je sais pas Ouais, si je peux le ouais. dire comme ça, Non, mais non, mais c'est il c'est faut un peu de intéressant. bazar et d'intuition, tu vois, aussi. C'est-à-dire que l'intuition est forte si elle est entourée en fait par un process de travail, mais il faut pas s'en couper complètement. Parce qu'au final, à un moment donné, tu peux pas tout dataïser à 250%, c'est littéralement impossible. On n'a pas le temps dans nos journées, en fait, il faut se le dire, quoi. Moi, j'ai aujourd'hui plutôt le problème inverse, c'est qu'on a de la data partout. Et le temps de processer, d'analyser, de réfléchir, bah, il s'est passé une demi-journée, quoi. T'as pas le temps de passer une demi-journée à faire ça. Donc en fait, tu vois, il faut quand même arriver à conserver pour moi cette méthode de travail et il faut arriver à mieux la maîtriser. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de boîtes dans le market, c'est de ne pas être assez en maîtrise de tout ça. Et en même temps, il faut laisser la place à cet équilibre qui est de l'intuition, de la créativité, quelque chose qui n'a pas l'air si logique que ça, mais qui au final va fonctionner. Parce qu'en fait, c'est juste que on le sent. Et ça, je pense que si tu arrives à allier les deux, c'est là la puissance de nos métiers, elle est là. Et d'où la difficulté dont je parlais tout à l'heure. Petite pause pour vous présenter Unlockem, notre plateforme de formation et communauté à destination des responsables et directeurs et directrices marketing B2B. Notre mission chez Unlockem, elle est ultra simple, c'est accompagner dans leur quotidien les leaders marketing sur toutes leurs problématiques business. Sur Unlockem, on donne accès à des formations qui sont créées par des pairs, donc par les membres de la communauté, sur des sujets stratégiques mais aussi de positionnement, toujours dans une optique d'offrir les meilleurs contenus sur les thématiques marketing. Unlockem donne aussi accès à des contenus, type des templates, des frameworks et des outils, vous pouvez télécharger et réutiliser directement pour votre entreprise. Unlockem, c'est aussi et surtout une communauté. On a plus de 100 membres qui sont issus des plus belles startups et scale-up de l'écosystème. Vous pouvez les voir en live lors de nos office hours. On en organise 3 à 4 fois par mois. On organise aussi des événements. Vous pouvez rencontrer vos pairs, faire du networking et enrichir votre réseau. Globalement, Unlockem, c'est une plateforme complète pensée pour vous accompagner quotidiennement et vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour surperformer dans votre travail.
Si vous aussi, vous avez envie de progresser, être accompagné dans votre carrière et rencontrer des membres qui ont les mêmes enjeux que vous, je vous invite à nous envoyer un message directement sur notre site web, via LinkedIn ou sous cette vidéo. On se fera un plaisir de vous appeler pour échanger ensemble, découvrir quels sont vos enjeux marketing et vous présenter comment fonctionne la plateforme. Je vous laisse reprendre la vidéo, puis je vous dis à très vite. Super, tu me fais ma transition, c'est parfait. Parce que du coup, alors je suis assez d'accord avec toi sur l'équilibre difficile à trouver entre les sujets très... Hem, alors le sujet un peu data, performance et cetera et en fait trouver aussi un bon équilibre avec, des thématiques un peu plus de créativité, de compréhension, de flair. J'aime bien cette notion de flair, parce Ouais, qu'en très fait, je pense important. que c'est aussi très important. Ce qui fait la différence entre 2 profils marketing parfois dans l'expérience, c'est le flair, la capacité à sentir les choses et à le sentir dans un contexte. Heu, Néanmoins, on a quand même vu qu'on parle de la place du marketing dans le revenu, on est quand même obligé à un moment d'essayer de rationaliser un peu notre approche et notamment dans les discussions qu'on peut avoir soit avec nos pairs, avec le board, avec le dirigeant, d'avoir, un une approche un peu plus de mesure de l'impact. La question en tout cas là, ce que j'aimerais bien, le sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est d'essayer de savoir pour toi, est-ce que c'est normal que le marketing soit déjà responsable d'une ligne de revenus? Normal dans quel sens? Normal logique ou Logique, normal, ouais. Est-ce que c'est logique, à ton sens? Et surtout, dans des entreprises, si ça l'est pas, pourquoi ça l'est pas à ton avis? Comment tu te alors, positionnes par rapport à ça? je vais te faire une super réponse que tu vas aimer, mais Ouais, ça va ça être dépend des boîtes, en fait. super, merci C'est Dominique. surtout ça. On peut Parce faire qu'en fait, une boîte où tu vas faire du B2C avec un contact très direct avec ta clientèle et en fait, va beaucoup reposer sur ton market, bah, évidemment, c'est très facile, j'allais dire c'est facile. En tout cas, c'est très faisable de piloter très directement tes coûts d'acquisition, ce que ça te ramène, les étapes de conversion, là où ça se passe, les frictions, comment on arrive à les résoudre, tout ce que tu veux, tu vois. Voilà, donc ça, tu vois, il y a pas de sujet. Tu fais du B2B high ticket avec des tickets moyens à 100 000 l'année, avec un cycle de vente qui prend 9 mois et 853 touchpoints, tu peux pas. Je ne sais pas comment tu fais, moi je n'ai pas la réponse, pour proposer une vision macro de l'impact sur le revenu à toutes les étapes. Par contre, tu as l'obligation de travailler ton marketing différemment. Donc en fait, évidemment, entre une boîte qui fait de la cosmétique en e-commerce avec son shop et sur Insta et ou TikTok et une boîte qui fait du B2B high ticket, tu vois, le rôle du marketing, c'est presque deux métiers différents en fait. Ça n'a rien à voir. Pourtant, on bosse avec les mêmes noms, les mêmes outils et les mêmes notions en fait. Simplement, la manière dont tu vas les placer, ça n'a rien à voir. Et moi, dans mon métier et dans le tien aussi, le premier truc qu'on fait quand on arrive dans une boîte, c'est de sentir ça, c'est de se dire, alors bon, on a fait le boulot un petit peu avant généralement, parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain, mais en tout cas, il faut arriver à sentir là où le marketing doit se positionner pour arriver à créer un impact sur le revenu, sur le business, que ce soit à court, moyen ou long terme, selon là où on se trouve. Ensuite, ça, c'est la responsabilité du leader market de bien définir ça et d'arriver à comprendre, tu vois, le levier où il se trouve. Donc, il y a des moments où, en fait, justifier d'une ligne de revenu, quand tu fais du low ticket sur des abos en SaaS à 20 balles par mois, ouais, bah, c'est logique, quelque part, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est logique. Si t'aimes pas, bah, tu vas ailleurs, tu vois, si c'est quelque chose que t'aimes pas piloter, quoi. Mais ça, c'est évident. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, honnêtement, c'est quand même pas aussi compliqué que ça l'a été par le passé, tu vois. Par contre, il y a plein d'endroits où ça va être très compliqué à faire. La difficulté, c'est de ne pas se retrouver dans une situation où on me demande de le faire dans des endroits où c'est impossible. Parce qu'en fait, il y a des secteurs, moi j'en connais plein, et en ce moment, en fait, je ne bosse qu'avec des gens où c'est compliqué d'aller justifier ça de cette manière-là, où l'attribution, elle est complexe à faire de manière ultra rationnelle, si ce n'est avec du post, en allant interroger les clients, en essayant de comprendre qu'est-ce qui, mais même eux, ils savent pas. Tu vois. Mais du coup, alors ça, c'est un très bon exemple, mais dans cette, situation-là, B2B, high ticket, c'est compliqué, il y a 1 milliard de touchpoints, donc c'est dur de 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 mesurer ou d'identifier bien l'attribution, de bien le faire. Qu'est-ce que tu fais toi pour montrer l'impact du Ah, moi, je marketing? fais rien, moi. Je dors. Non mais Alors, comment tu fais en déjà, fait? j'adresse tout le scope dont je te parlais tout à l'heure et j'essaye de me dire, j'ai quelque chose à faire dans ce scope entier. Il y a quelque chose à faire progresser sur la compréhension stratégique de ton marché, là où tu te trouves. Il y a quelque chose à progresser et à faire dans la mise en place de tes méthodes, de ton outillage. Il y a quelque chose à faire dans l'activation sur toutes les plateformes, tous les canaux que tu trouves, de screener. Et après, en fonction des budgets, je me dis quel type de stratégie je dois avoir. Que je suis dans une PME où j'ai peu de budget, donc il faut que je fasse du focus. Et qu'est-ce qui va créer de l'engagement? Qu'est-ce qui a le plus de chances de créer de l'engagement? Parce que dans la typologie de profil de gens que je connais, vont être plus sensibles à ça
qu'ils vont être plus sensibles à aller pousser du contenu sur LinkedIn parce qu'en fait, tout le monde y est au quotidien quand tu es dans ton job, qu'à aller faire du SIA parce qu'en fait, finalement, leurs recherches, ils vont pas spécialement les faire sur Google parce que leur marché fait qu'ils vont plutôt aller demander à des pairs. Tu vois, c'est ça qu'il faut arriver à sentir. Et on parlait de sentir et de la compréhension des marchés, ça joue aussi. Après, à l'inverse, des fois, tu as des surprises. Hein. Il y a quelques années, j'avais accompagné une boîte qui fait de l'analyse d'images. Enfin, accompagné, on avait pas mal discuté. Une boîte qui fait de l'analyse d'images satellites par IA pour le militaire. Et je leur demandais, vous mettez quoi en place d'un point de vue market? Parce que c'est quand même sur des sujets secret défense, les ministères de la défense, les agences d'État, etc., etc. Il me dit, bah, c'est marrant parce que quand on a commencé à bosser, on s'est dit comme toi, tu vois, c'est vraiment du réseau, du machin, du truc. Et en fait, il me dit, on s'est rendu compte que, genre, juste le SIA était une source de clientèle. Je dis, ah bon? Il me dit, ah ouais, les mecs qui viennent sur Google taper analyse images militaires, ou j'en sais rien quels étaient les mots-clés qui étaient utilisés, en fait, en bossant dans un ministère, dans je sais pas quel pays européen, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Je me suis dit, faut jamais exclure d'emblée des trucs qui peuvent te sembler pas très logiques, mais juste parce qu'en fait, t'es pas allé dans le fond de creuser le sujet. Donc, moi, je suis plutôt à essayer de me poser des questions, à tester. Après, il faut faire des choix. Genre, le but d'un leader market com, en fait, c'est aussi de faire des choix. Il faut porter le poids du corps là où on pense que ça a le plus d'intérêt et ce qui manque le plus à la boîte, en fait. Il y a des boîtes à qui manque de la profondeur. Ils ont de l'expertise technique, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur dans la manière de le raconter et de la mettre en scène. Il faut mettre la max là-dessus. Il y a des boîtes, à l'inverse, sont très bons dans le fait de raconter, mais en fait, finalement, c'est pas très différenciant le discours qui est tenu dans la technicité ou dans l'USP ou la singularité, ce qui est proposé. Donc, il faut plutôt essayer de muscler ça et de le pousser. Il y a des boîtes qui manquent de créativité. Elles sont ultra fortes, mais en fait, c'est hyper plat. Donc, l'engagement, en fait, il est pas ouf. Et donc, il faut amener ce petit grain de folie complémentaire pour un peu plus s'embarquer dans la puissance de l'outil, quoi. Et du coup, si je grossis un peu le trait, ça veut dire que quand tu prends une mission pour une boîte B2B avec un high ticket, etc., euh, et qu'on te demande de vraiment montrer l'impact chiffré du marketing, tu bottes en touche, ou en tout cas, tu essaies de Non, redire. non, j'essaye de. En fait, je vais pas pouvoir aller forcément tout le temps jusqu'à la signature du contrat parce qu'en fait, il y a tellement d'intermédiaires, ça dépend pas que de moi. Ça va dépendre du product, ça va dépendre du sales. Si le sales il est mauvais, tu fais le meilleur marketing de la planète. Si ton sales exécutive ou ton account exécutive il est pas bon, bah qu'est-ce que tu fais en fait? Enfin, tu vois, je veux dire, en fait, donc il y a des moments où tu pourras pas aller jusque-là. Par contre, je vais essayer de montrer du trafic si je peux montrer du trafic. Je vais essayer de montrer de l'engagement si je peux montrer de l'engagement. Je vais essayer de montrer de la récurrence et de la fréquence si je peux montrer de la récurrence et de la fréquence. J'ai parlé ça hier soir avec un ami avec qui j'étais qui me dit tiens, j'ai généré tant de leads, machin. Il y a un gros lead qui est tombé chez nous. On se l'est fait piquer par un sales sur Salesforce, sur l'opportunité, comment elle était taguée, enfin peu importe. Au final, ils ont signé le truc. Gros deal. Mais en fait, dans la finalité, en fait, lui n'apparaît pas dans le process parce que, bon, selon lui, le sales n'a pas été hyper réglo là-dessus, tu vois. Donc il me dit, il était vénère, il allait parler au directeur commercial et tout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments où ça, tu peux aller le mesurer, toi. Tu peux voir l'impact. Mais lui le sait. Je lui dis, mais toi, tu le sais que le mec, il est venu par ton contenu parce que le mec, il en a consommé 7 avant de prendre la prise de contact. Donc, il n'y a pas 100% de chance que ce soit grâce à toi, mais il y en a peut-être 98 ou 95. C'est déjà pas mal, tu vois. C'est déjà Donc, en énorme. fait, il faut essayer de trouver des indices. C'est ça le sujet, en fait. Voilà. Et encore une fois, je reviens, quand tu es dans du B2C ou même du B2B low ticket, qui en fait s'apparente à du B2C, c'est-à-dire, encore une fois, un SaaS avec un abonnement à 10 balles par mois, tu es en fait dans des approches B2B, mais qui finalement sont, en fait, c'est comme si tu travaillais sur le B2C. Les frontières sont assez poreuses, en fait, aujourd'hui. Bon, ben là, c'est un petit peu différent. Tu es en pilotage un peu plus direct avec l'ensemble. Alors, il y a d'autres formes de difficultés. Là, il faut pas s'éparpiller, il faut pas faire du spray and pray, il faut essayer de mettre l'impact là où ça a du sens. A/B tester, essayer d'expérimenter des choses, essayer de se démarquer de la concurrence et apparaître dans des endroits un peu créatifs. Enfin, c'est d'autres formes de challenge. Mais voilà, donc tu vois, c'est là que ça va jouer en fait pour moi, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Alors, moi, j'aime bien la manière dont tu traites les sujets de B2C et B2B. Après, je pense que tu le sais, moi, je suis pas très objectif, mais ma vision marketing est que plus le temps passe, plus la frontière entre B2B et B2C et B2B et B2C est ultra poreuse. En fait, les choses se rejoignent de plus en plus. J'ai un peu l'impression que l'approche marketing B2C, en fait, en tout cas la vision plutôt peut-être que l'approche, s'applique de plus en plus en B2B et même sur des entreprises B2B dans des secteurs industriels ou des choses où il y a des gros tickets, etc. Tu vois, moi, quand j'étais chez BPI France, je sais qu'à un moment donné, on n'était pas bien équipé sur la partie data pour suivre les choses. Il y avait des problèmes d'alignement. Le temps que ces choses-là soient réglées, histoire de nourrir tout le monde et de montrer que les actions qu'on réalisait avaient quand même de l'impact, on était très attentifs et on était beaucoup dans le suivi et le monitoring
un peu de la qualité des interactions et des échanges qu'on peut avoir avec les audiences cibles. Et cette étape intermédiaire a été vachement clé, c'est que ça a quand même permis à cette époque de satisfaire tout le monde pendant 3 mois, toutes les équipes autour, dirigeants, comex, etc., pour nous laisser le temps de pouvoir mettre en place les choses. Et donc, je rejoins ton approche de aller sur la partie un peu engagement, même si c'est sûr qu'à un moment donné, il faut essayer de pousser le sujet sur des thématiques un peu plus de revenus, d'être les bons KPI. Ce qui fait que j'ai une petite question sur ça, c'est, alors peut-être en fonction peut-être des typologies d'entreprises que tu as bossé avec plus de 200 boîtes, c'est quoi un peu toi les top KPI que tu essayes de suivre? Et toi typiquement si tu prends 3 typologies de boîtes différentes, plutôt taille startup, puis ensuite une boîte un peu plus structurée, quitte à même du grand groupe, parce que je crois que tu bosses avec du grand groupe. Mmh. C'est quoi un peu, est-ce que tu suis les mêmes choses? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Et au contraire, si tu suis pas les mêmes choses, est-ce que tu peux me dire un peu les grandes différences? Alors, sujet un peu compliqué. Alors, non, mais parce qu'on suit les mêmes choses, mais pas toujours de la même manière et pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, les KPIs vont être les mêmes. Tu prends un grand sac dans lequel tu as 400 KPIs ou 4000, tu fais ton tri. Tu fais ton choix de ce qui est important. En fait, il faut mettre... Donc, moi, je pars toujours de toute façon de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est où est-ce que vont se situer mes activations prioritaires, tu vois. J'ai 2, 5, 10, 20, 30 canaux online, offline, tu vois. OK ? Fort de ça, à chaque fois, j'essaie de mettre en face ce qui vont être des indicateurs qui vont m'intéresser de préférence. Parce que c'est ça qu'on veut, nous. C'est quoi le marketing, en fait? Le marketing, c'est de l'engagement et de la préférence, en fait. Tu vois. Donc, il faut que ce soit... Et de la conversion, on va dire. Si je rajoute aussi ce biais-là, tu vois, de cette échelle-là. Donc, ensuite, donc, pour chaque canal, j'essaye d'identifier, si tu veux, les quelques indicateurs. Alors bon, il faut pas se noyer non plus parce qu'après on passe sa vie à faire du reporting. C'est ça le sujet, c'est qu'il faut pas se noyer. Ouais, c'est compliqué. J'ai des clients chez qui j'ai trop de dashboard, trop de dashboarding avec trop d'éléments. En fait, j'utilise 20% de tout ce que j'ai, tu vois, en data. Et il faudrait que je prenne un peu de temps pour aller cleaner. Mais bon, c'est pareil. En fait, c'est du temps à l'inverse d'aller cleaner, quoi. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais ça, très important d'ailleurs aussi parce qu'on accumule beaucoup de legacy dans le targeting, le suivi, l'analytics. Et en fait, il faut aussi de temps en temps se donner. Et moi, je me balaye devant ma porte. Je le fais rarement chez les clients, mais parce que je n'ai pas le temps toujours de le faire. Mais aller trier un peu, essayer de garder et d'être sharp là-dessus. Donc, je referme la parenthèse. Donc, j'essaie d'identifier en fait les KPIs principaux. Après, ils changent vraiment selon le business model. En fait, tu es influencé juste par le business model de la boîte où tu es et la typologie de clients que tu as en face de toi. Des mecs, si ton client moyen, il a 72 ans et qui bosse dans un secteur un peu old school dans lequel, en fait, le online n'est pas ultra présent et le marketing n'est pas super présent non plus, tu vas pas suivre la même chose que si tu vends un abonnement pour un logiciel d'emailing, quoi, en fait, à des petites boîtes type startup ou type même des individus, des auto-entrepreneurs ou quoi que ce soit, tu vois. Donc en fait, c'est dans la connaissance de ton marché, de tes cibles, que tu vas arbitrer sur ce que tu targetes, tu vois. Ça, c'est de toute façon, ça c'est la base. Après, pour ta question en fonction de l'échelle de la boîte, alors ça c'est intéressant, ça dépend vraiment de la maturité business, activité de la boîte, en fait. Le marketing, c'est comme un Pokémon, quoi. C'est-à-dire, en fonction de l'étape où t'es, il a pas la même gueule, il fait pas les mêmes choses. Si t'es petit, moyen, grand, si la boîte elle est jeune, elle est médium, elle est très âgée, t'as pas les mêmes enjeux. Un groupe qui a 100 ans et qui a besoin de se réinventer ou qui fait un rebranding, évidemment que la place du marketing a rien à voir par rapport à une startup qui a besoin de prouver son POC ou que son product market fit existe ou que le marché qui target existe vraiment, tu vois. Et donc le rôle du market, il y a un côté où en fait c'est un rôle d'accompagnement de ce rebranding-là et de justifier ça avec le business et de recréer une dynamique business. De l'autre côté, c'est d'aller justifier en fait et d'être le porte-étendard de quelque chose de nouveau, de différenciant dans l'offre de produits ou de services que tu portes. Et donc évidemment, ça impacte le marketing et ça impacte ce que tu targetes, tu vois. Donc ce qui est important pour moi, c'est d'être centré sur le business model, le stage de la boîte, sa maturité, là où elle en est. Et après, l'appétence des équipes en interne et surtout des dirigeants pour le sujet marketing. Moi, j'arrive parfois chez des clients où on veut m'imposer des trucs, tu vois. Tiens, ça c'est important, ça c'est pas important. Et en fait, j'essaye gentiment de leur dire, en fait, laissez-moi juste voir si je suis raccord avec ça ou pas. Parce que vous avez des... Parce que ça aussi, c'est un autre écueil qu'on rencontre assez souvent dans nos métiers, toi et moi. C'est qu'en fait, les gens arrivent avec un problème, mais ils arrivent aussi avec la solution. Et ils veulent te présenter la solution. Ouais, je pense qu'en fait, il faudrait qu'on fasse des livres blancs pour faire de la lead gen. Mon cousin, dans le secteur dans lequel t'es, faire de la lead gen, j'ai 0% de chance que ça marche, mais vas-y, si tu veux, on le fait, tu vois. Et il y a des moments, en fait, moi, ça m'est arrivé d'arrêter de bosser pour ces raisons-là, de me dire, en fait, non, je suis désolé, mais on n'est pas d'accord. Voilà. Ou ça peut m'arriver aussi d'avoir raté, tu vois, d'avoir pas compris un truc et d'être passé à côté ou d'être pas allé assez vite sur quelque chose et d'avoir loupé le coche.
Et ça peut arriver, et moi ça m'arrive, ça peut m'arriver évidemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que face à cette maturité en interne sur le sujet, il faut arriver à être dans une posture, soit on te laisse le champ libre, et c'est à toi de prouver que le marketing a un rôle important à jouer, et sur le revenu, et sur l'engagement des équipes en interne, et sur la marque et tout ce que tu veux, tu vois. Soit on veut essayer de te faire rentrer le marketing dans une case préconçue, et ça va être à toi diplomatiquement d'essayer de le déconstruire sans non plus aller au clash, parce que le but c'est pas non plus de se friter, c'est de se dire je comprends votre point, mais je vais vous montrer qu'en fait vous avez une vision que parcellaire de ce que vous cherchez à faire, tu vois. Et alors, j'enquille sur un autre sujet parce que j'aurais bien aimé. Alors, je sais que tu as bossé du coup avec plein de typologies de boîtes différentes. Je trouve, de par mes expériences, que les entreprises où c'est le plus. Alors, il y a deux typologies d'entreprises, en fait, c'est à deux extrêmes. La première, c'est celles qui n'ont pas encore de marketing et où du coup, il y a tout à faire day one, il faut construire quelque chose. VSL, où au contraire, c'est beaucoup plus structuré, mais où en fait, c'est juste le marketing qui a une mauvaise place, historiquement, pour des sujets divers et variés. J'aimerais bien juste avoir ton retour, et notamment, je pense que tu dois avoir des exemples à partager sur ça. C'est, tu arrives dans une entreprise pour une mission, dans une boîte où la culture marketing, elle est quasi inexistante ou même inexistante. Euh, donc là, toi, nous, avec Unlockable, on a sorti un livre sur l'onboarding parfait du responsable marketing, donc les 30 premiers jours. C'est quoi, toi, tes day one, tes premières actions pour initier, alors pas façon de créer une culture, parce que tu ne crées pas une culture en 30 jours, mais initier ça. Qu'est-ce que tu fais sur les premières semaines pour en fait créer un espace qui va être fertile et bien adapté pour ta mission dans les semaines et les mois qui vont suivre? Je commence avant la première semaine, je commence avant le premier jour. C'est d'arriver en ayant déjà un peu commencé. Non, parce que moi, généralement, je demande aux clients de me nourrir en amont beaucoup avec pas mal de trucs. Des business plans, du matos de product s'il y a, tout le product s'il y a, même des trucs techniques, je m'en fous. Je veux essayer de me dire que je comprends pas, mais au moins j'essaie de comprendre et de rentrer dans le sujet. Et ça aussi, on en reparlera, c'est important. Du légal, s'il y a besoin de comprendre du légal, voilà. J'essaie de faire le taf en amont pour comprendre où j'arrive, où je mets les pieds. Et ensuite, J1, ce que je fais, c'est il faut parler aux gens. Parler aux gens. Et pour l'instant, sur les premiers jours, c'est ça qu'il faut faire. C'est aller parler à tout le monde, comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, leur vision du market et comment on peut les aider. Voilà. C'est ça, en fait, le métier. Pour deux raisons. C'est que, un, ça va te permettre d'être plus précis, toi, dans ce que tu vas faire derrière. Et deux, les gens aiment bien, généralement, qu'on vienne s'intéresser à ce qu'ils font et peut-être même qu'ils vont avoir des choses intéressantes à te dire sur ce que fait le marketing de bien ou de pas bien ou ce que le marketing néglige par rapport à leur métier. Et donc, ça revient à la discussion tout à l'heure. Donc, moi, ça, c'est ce que je fais généralement sur les 15 premiers jours. Tu vois, je me concentre beaucoup d'efforts là-dessus. L'autre partie de l'effort, c'est de se dire, est-ce que j'ai un panorama un peu précis du budget dont je vais disposer ou de ce qu'il faut que je fasse d'un point de vue d'objectif business? Parfois, c'est oui et parfois, c'est pas clair. Parfois, ça reste pas clair pendant des mois. Il faut aussi se le dire parce qu'il y a des boîtes où, en fait, qui ont du mal à accoucher de ça. Et donc, ça rend notre métier un peu compliqué parce qu'on essaie de naviguer à vue. On a une boussole qui est un peu pas encore existante et bon, bah, il faut arriver à faire quelque chose. Et après, le troisième point sur lequel j'essaie d'être concentré, alors ça, des fois, ça dépend des boîtes, c'est de montrer quelque chose de concret assez vite, en fait. Même si c'est pas ouf et même si c'est pas l'optimum, c'est de montrer que quelque chose sort, tu vois, concrètement. Du contenu, de l'event, des idées, de l'activation. Il faut montrer de l'activation. Et je suis pas hyper d'accord avec le fait de dire, quand on voit un peu partout, faut pas faire pour faire, etc. Ouais, c'est vrai. Mais quand tu arrives dans une boîte où le market a pas de rôle ou a un mauvais rôle, en fait, si tu montres pas tout de suite un impact concret dans le monde dans lequel on vit en 3D, des vrais gens, les gens vont penser soit que tu sers à rien, soit que tu fais rien, soit qu'en fait, il pourrait se passer de toi que t'as pas changé grand-chose. Donc, moi, mon obsession quand j'arrive, c'est de me dire, il faut que dans 2, 3, 4 semaines, concrètement, il soit passé des petites choses. Et je suis pas en train de dire, on fait pas un event avec 2000 personnes, tu vois, c'est pas le sujet, mais de montrer en fait qu'il y a une petite machine marketing qui se crée. T'as un exemple peut-être un peu concret qu'une boîte avec qui tu as bossé, sur lequel tu peux communiquer, de quelque chose que tu as mis en place et où, peu importe en fait ce qui a été mis en place, mais où tu as remarqué que après avoir réalisé ça, le regard, ou en tout cas la compréhension de ton rôle et de ce qui allait arriver dans les prochaines semaines. J'aime pas trop parler de ce que je fais avec mes clients en détail, Okay. pour plein de raisons, parce que bon, bah, toi-même tu sais, on signe des contrats. Je vais te dire un truc très clair, tous les clients, mais tous les clients, je fais ça avec tous les clients. Avec tous les clients, il faut que tu crées, tu sais, c'est comme une locomotive. Tu arrives dans une gare, il n'y a pas de locomotive. Ou la locomotive, elle est cassée en 72. Ton métier, c'est de la retaper comme tu peux, avec les moyens dont tu disposes, et de la faire réavancer, bouger un petit peu. Si tu arrives déjà en niveau 1, au bout d'un mois ou deux, à faire ça, même si ta locomotive elle ressemble à rien et qu'elle ne sert pas à grand chose, tu as fait le niveau 1 de ton métier. C'est-à-dire, en fait, pour moi, mon obsession, c'est ça.
Il faut créer une machine marketing régulière, un peu disciplinée, organisée, et qui produit et qui fait avancer le schmilblick, voire encore mieux si tu fais du B2C avec des cycles de vente à l'échelle de quelques jours ou quelques semaines. Peut-être même que tout de suite, tu peux montrer un uplift de 5% en l'espace d'un mois et demi ou de 2 mois. Et tu dis, regardez, ce que j'ai fait rapidement, en maîtrisant pas grand-chose, si on se donne un peu des moyens et un peu du temps, on peut aller loin. Tu vois. Donc, tu vois, en fait, il faut créer cette machine marketing et la mettre en mouvement. Et très important dans nos métiers, parce que ça, c'est un truc, je comprends pas que les gens ne maîtrisent pas forcément tous ça, mais notre métier, c'est un métier de répétition et de récurrence. C'est quand même un métier dérivé de la publicité. Hein. Il faut bien se dire que historiquement, le métier, on va dire, de base, ça reste quand même un peu la publicité au sens large du terme, quoi. Et la publicité, c'est quoi la règle numéro un? C'est la répétition. Le marketing n'est efficace que dans la répétition et la récurrence. Et c'est pour ça qu'il faut monter une machine qui tourne. Réflexion, conception, publication, analyse, réflexion, conception, publication, analyse. Si tu arrives à faire ça sur tout, quel que soit ce que tu fais, des events, du content, des ads, n'importe quoi, des webinars, j'en sais rien, de la lead gen, la demand gen, du gen, de ce que tu veux. Si tu arrives à faire ça, en fait, tu vas montrer que le marketing fait quelque chose, est utile, et que c'est pas une boîte noire que les gens ne comprennent pas. Ils savent pas vraiment ce qui se passe au milieu, mais il y a une entrée et il y a une sortie. C'est comme l'IA, quoi. L'IA, il y a une black box au milieu, on sait pas trop ce qui s'y passe, mais on sait ce qu'on rentre en prompt, on sait ce qui en sort. Ok. Bon, bah fine, tu vois. Alors après, on peut toujours se poser la question de la black box. Et on revient à la discussion de tout à l'heure, d'expliquer la black box à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait, nos process, la stratégie, la tactique, le lien entre les deux, le bottleneck au milieu, là où tout se joue, etc. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais si tu arrives à monter cette machine-là au début et à la faire tourner, je pense que déjà, tu as fait le premier rôle. Ensuite, on pourra te dire, c'est assez ou c'est pas assez. Et justement, pour monter cette machine, il y a aussi un sujet quand même de structure, enfin de l'équipe marketing ou des gens qui vont t'accompagner sur ce rôle-là. C'est quoi peut-être alors c'est très difficile parce qu'en fait la structure d'une équipe marketing c'est lié aussi au contexte, à la boîte, à son niveau de maturité, etc. Mais est-ce que toi tu as des préférences, une typologie de structure d'équipe qui te permet on va dire, de couvrir la majorité des sujets ou en tout cas de lancer des machines, d'avoir de l'impact un peu rapidement? C'est quoi comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, j'ai plutôt été souvent dans des boîtes avec des équipes où j'étais à moins de 10 personnes, voire même plus autour de 5, tu vois. Donc, ce qui fait que de toute façon, par définition, tu es sur des profils un peu hybrides. Soit full hybride, soit un peu hybride. J'ai rarement eu des gens ultra spécialistes, mais parce que c'est plus le cas quand tu as des équipes de 20, 25 ou 30 personnes ou plus, où là, effectivement, tu as des spécialistes placés en micro-unit avec des intermédiaires. Toi, tu gères 5 personnes ou 4 personnes en direct, puis en fait, tu descends en cascade et tu t'organises par silo ou en tout cas par petites unités qui communiquent entre eux. Moi, j'ai rarement eu ça pour l'instant, en tout cas dans mes missions ou dans les clients avec qui j'ai accompagné, les clients que j'ai accompagnés. La difficulté de l'équipe, en fait, sur pareil, en fait, c'est juste, tu reviens au budget. Hein. Moi, en fait, quand j'arrive, je screen ça, je screen là où j'ai besoin d'être et je screen qui va faire quoi. En fait, est-ce que moi, je vais pouvoir faire des choses? Est-ce que j'ai besoin d'aide de gens en interne, de salariés qui sont là, d'externes, d'agences, d'indépendants, peu importe, tu vois. Et j'essaye de monter, en fait, un petit panorama. Donc là, ça nécessite de mettre son cerveau comme une grille. Tu fais une grille dans ta tête. Tu essaies de placer sur cette grille en fait tous les canaux, les plateformes, les endroits où tu as besoin d'être et de te dire comment j'arrive à créer l'activation à cet endroit-là. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est Et ensuite, j'essaie de voir comment je peux couvrir l'entièreté de ma grille en étant le plus efficient possible sans trop dégrader. Moi, un problème que j'ai souvent dans mes missions, c'est tiens, je pourrais rajouter tel petit truc à telle personne parce que c'est juste une phase de test et donc ça lui prend pas un temps de ouf. Ah ouais, mais il n'est pas expert. Donc ça a peu de chances de vraiment bien marcher si je suis avec quelqu'un qui sait pas vraiment bien le faire. Est-ce que je le garde? Non. Ok, donc j'ai besoin d'aller chercher quelqu'un en externe. Et donc tout de suite, c'est des problématiques de budget. L'avantage qu'on a aujourd'hui dans nos métiers, c'est que le recours aux indés, aux indépendants, aux free, à tout ce que tu veux, est ultra démocratisé. C'est pas très compliqué de trouver quelqu'un qui vient t'aider 1 ou 2 jours par semaine sur un sujet. Il faut y mettre en face un petit budget. Tu sais que ça va te coûter 2 000 3 000 balles par mois en frais, enfin en invest, voilà. Et après, tu mesures si tu peux le faire ou pas sur tel sujet. Et puis, il faut voir ce qu'on en attend derrière, tu vois. Donc, tu vois, moi, je mets ça en place. Après, c'est toujours un problème. Je reviens à la place du marketing, quoi. J'ai jamais connu un seul service marketing qui m'a dit qu'il était bien staffé, quoi. On est toujours sous-staffé parce qu'on a l'impression qu'on est toujours sous-considéré, parce qu'on a l'impression quasiment tout. Enfin, toi aussi, j'imagine. Moi, j'ai quasiment connu que ce contexte-là, en fait. Aussi parce que nos métiers sont infinis par définition, quoi. Et on pourrait. alors pour le coup, moi, les typologies de boîtes avec qui je travaille, c'est encore
pas pire que ça, mais moi, je travaille surtout avec des boîtes qui ont 5-6 personnes et très souvent qui ont même personne. Donc, en gros, les aventures que j'ai vécues plusieurs fois avec des clients, c'est t'arrives, il faut lancer le marketing, créer une culture, mais en fait, la culture est tellement inexistante, la vision marketing est tellement inexistante qu'en fait, il n'y a personne en interne. Ouais, toi, tu Et, portes tout, quoi. et donc, du coup, la question qui se pose, c'est comment tu fais pour euh, convaincre, engager, créer un peu de mouvement, puis rapidement trouver un profil. Sauf qu'en fait, en attendant de recruter le premier profil, bah, il faut que tu puisses soit trouver quelqu'un en interne à qui tu vas demander gentiment ou essayer de l'engager pour qu'il prenne 50% de son temps pour bosser avec toi sur de nouvelles thématiques. Effectivement, le sujet freelance est hyper important parce que ça permet de lancer des choses assez rapidement. Mais c'est vrai que dans les contextes de structures encore plus petites où il n'y a rien, c'est hyper complexe parce que tu dois à la fois convaincre de la vision que tu veux porter, mais en fait, tu dois surtout convaincre de sortir un budget pour aller recruter des gens day one. Dans le contexte que tu expliques, pour moi, il y a deux choses importantes. C'est un, ça va être la relation au fondateur ou au fondateur au pluriel ou aux fondatrices. C'est là que ça va jouer. Enfin, je veux dire, c'est Ouais. la relation one-to-one, en fait. C'est l'engagement, la confiance, elle va se jouer là-dessus. Si tu as la confiance du fondateur, il te donnera du budget. Si c'est 1000 balles par mois, c'est 1000 balles par mois. Si c'est 10 000 ou 100 000, peu importe, tu vois. Mais en tout cas, c'est cette confiance-là. Donc ça, c'est très important. Moi, je suis peu dans cette situation-là. Je l'ai été, mais pas beaucoup. Je l'ai été ces dernières années, genre une ou deux fois. C'est pas que j'aime pas, c'est qu'il faut vraiment tomber sur des gens, soit humainement que tu apprécies vraiment et que tu as envie de soutenir et de porter au-delà du business même, ou que la boîte vraiment t'y croit à 200% et ça arrive, tu vois. Et l'autre point important dans la situation que tu décris pour moi, c'est il faut être un doueur en fait. Et ça, je pense que c'est un truc très important dans le market et que, tu vois, avec Futur Proche, moi je croise des profils très différents. Des gens qui ont fait 25 ans dans des énormes boîtes corpo internationales qui sont sur 100 marchés. Les mecs, leur métier, c'est de faire de la réunion, de faire du reporting et de manager des équipes, tu vois. C'est Ils savent plus faire en fait, tu vois. Et des gens qui ont 45, 50, un petit peu plus âgés que moi, tu vois, que je rencontre, avec qui je discute, je me rends compte qu'en fait, ils sont un peu éloignés de ce côté-là. Et moi, mon truc, c'est de dire, en tout cas dans ma posture aujourd'hui de CMO part-time, tu es obligé d'être un doueur. Moi, je bricole, je fais des trucs. Tu vois, si j'ai besoin de bricoler, d'aller me frotter à des outils que je maîtrise pas, je vais le faire. Si j'ai besoin de bricoler, de me frotter à des choses que je peux faire, je vais le faire, tu vois. Même si je les maîtrise pas à 200%, j'essaie d'initier quelque chose. Il y a des zones dans lesquelles je vais pas. La partie créa, si tu veux qu'elle soit sérieuse, il faut que ce soit fait par quelqu'un qui a un peu le job, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pas assez de compétences. Je bricole un peu avec Futur Proche, je fais moi-même les créas. Autant te dire que voilà, j'ai un niveau 1 max, on va dire. Ça suffit pour ce qu'on fait avec Futur Proche, mais chez des clients, je le fais pas parce que c'est compliqué. Enfin, ça m'arrive, mais de manière très mesurée, tu vois. J'oriente, on va dire plus. Mais par exemple, je fais beaucoup de copywriting, parce que ça, c'est un skill que j'ai beaucoup développé en agence et que j'écris beaucoup, etc., etc. Voilà, donc tu vois, il faut être un doueur et il faut lancer les trucs. Et faut aujourd'hui, on est dans un monde où il y a du no-code et du low-code partout. Je veux dire, c'est impossible de se dire que tu n'arrives pas à plugger deux outils entre eux, etc., juste en regardant deux tutos et trois facs, tu vois. Normalement, tu es capable de le faire. Ensuite, je te dis pas que ce sera parfait et probablement que... Tu vois, j'avais fait ça chez un client, HubSpot, machin. Derrière, j'avais fait venir un expert j'avais juste fait la base, tu vois, et pour que ce soit en place et que ça existe. Le mec, il est arrivé derrière. Mec, en une demi-journée, il a fait un truc, ça m'aurait pris 3 semaines parce qu'il y avait il y avait beaucoup de workflow à créer et tout. Et moi, je sais le faire, mais ça va me prendre du temps parce qu'il faut que je cherche certaines fonctionnalités que je maîtrise moins bien pour pas avoir fait à 200% les structurations moi-même. Bon, ben là, tu te dis, ok, mec, en fait, juste c'est l'invest que j'aurais dû faire dès le D1. Mais il y a des moments où tu as besoin de montrer qu'on peut créer quelque chose qui amène. Donc, il faut là. Donc, je pense que c'est très important dans le market aujourd'hui de se dire, il faut être des doueurs. On n'est pas juste des gens là pour faire de la réu. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui galèrent aussi parfois à retrouver du taf ou à changer de taf, c'est parce que dans les boîtes, comme les budgets sont contraints, tout le monde cherche des profils Ce que j'allais te un dire. peu à l'aise sur le fait de ouais, tu veux vas-y, c'est bon, j'y vais, tiens, ce truc-là, mais t'inquiète, je me mets dessus, on va regarder, tu vois. Il faut avoir cette culture-là, cette curiosité, en fait, d'aller toucher. Après, toi et moi, on vient aussi de ces univers-là où on fait des choses, c'est-à-dire on initie des choses, on n'a pas peur de lancer des choses. Et je pense que même si on est salarié demain et dans le marketing, il faut aller se frotter aux nouvelles choses et pas avoir peur de la nouveauté, quoi. C'est ça que j'appelle, tu vois, être un doueur, un maker, c'est vraiment de créer ce truc-là. Donc ça, c'est une des réponses aussi quand on est dans ton environnement, c'est de se dire, bah, j'essaie de bricoler. Par contre, je dis aux clients, les gars, on bricole là, hein. On est d'accord que... Non, mais on est d'accord qu'on est dans le bricolage, hein. Commencez pas à Parce que, ah, tu veux... Ah ouais, tu veux tes, je sais pas, tes vidéos, tes pubs hyper bien chiadées pour faire ton display, machin. Ok, ouais, super. Par contre, gars, je vais pas avoir le rendu de l'agence de là-bas qui va te prendre 50 000, hein. Juste à un moment donné, faut être lucide là-dessus, quoi. Mais tu vois, sur ce sujet-là, je trouve ça marrant parce que j'ai un exemple avec une boîte que j'ai accompagnée l'année dernière. Ouais. Euh,
On voulait bosser sur des sujets CRM. Enfin, ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils bossaient sur leur CRM, sur HubSpot. Je suis pas très très bon sur la thématique. J'ai fait 3 réunions. J'ai compris qu'après les 3 réunions, j'allais mettre 1 mois et demi avant de pouvoir trouver quelqu'un pour m'aider. Du coup, en fait, j'ai juste décidé de lancer le truc et de le faire moi-même. C'était vraiment pas ouf. Mais en fait, j'ai juste pu lancer le mouvement. En faisant ça, j'ai gagné peut-être 1 semaine, 2 semaines, même peut-être 3 semaines sur les discussions qu'on a eues. Parce qu'en fait, en lançant le mouvement, ils ont vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Après, le truc qui est resté en off que j'ai pas raconté, c'est quand j'ai réussi à faire venir quelqu'un et qu'il est venu me voir après. Donc c'est moi qui l'avais recruté, donc il l'a pas dit devant tout le monde, mais il m'a juste dit ouais, on n'aurait pas pu garder ce que tu as fait plus longtemps. Néanmoins, Oui, mais dans la négociation, dans le travail du quotidien de créer le truc, exactement. en fait, ça juste lancer le mouvement, des fois c'est hyper important pour tout ce qui est structurel, organisation, vision du marketing, compréhension, etc. C'est ça que je disais tout à l'heure dans la machine aussi, c'est qu'en fait, c'est imparfait, c'est pas optimal, c'est pas grave, on y va et on lance le truc et on avance. Moi, je vois trop de gens qui ont peur, tu vois, qui sont bloqués à l'idée d'avancer, de se dire je me mets en danger. Bah ouais, tu te mets en danger. Moi, des fois, j'arrive chez des clients dans des secteurs techniques que je maîtrise pas du tout et je me dis dans 3 semaines, il faut que j'arrive à produire du contenu pour montrer qu'on arrive à y mettre un tour de vis marketing parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils sont très techniques et ils ont l'impression qu'il faut rentrer dans le détail d'absolument tout et qu'il faut que le discours soit ultra maîtrisé à 250% pour que ça en ait une valeur. Et je leur montre qu'en fait, il faut trouver un équilibre là-dessus et essayer de le rendre un petit peu engageant en travaillant le sujet, en travaillant les formats, en travaillant le copywriting, en travaillant la créa, en travaillant le contexte, en travaillant tout en fait, et de mettre de l'idée dedans en fait, mettre de la créativité. Bah ce truc-là en fait, il sera jamais parfait, même en 2 mois il sera pas parfait, même en 3 mois il sera pas parfait. Des fois ça te demande 6 mois de maîtriser en fait un secteur où t'es d'un point de vue marketing quoi, et c'est normal. Ça aussi tu vois, c'est un truc qu'on rencontre souvent. Moi quand je rencontre des clients et je pense peut-être que tu fais pareil, t'es toujours en train de dire ouais t'inquiète en 3 mois c'est bon, c'est nickel tu vois. Mais absolument pas mon gars, c'est pas nickel en 3 mois. Par contre si tu as montré le potentiel, si tu as montré, tu as fait une promesse, tu dis regarde ce que je fais en 1 mois ou 2 là. Bah, si tu me laisses un tout petit peu de temps et qu'on est un peu raccord sur les moyens, on peut peut-être aller là. Et là, je reviens au revenu. Je peux peut-être essayer de t'emmener. On peut s'emmener ensemble à cet endroit-là et monter, ajouter une brique en fait. Le gars, il a son mur avec de Lego, avec ses briques. Hop, tu prends la brique marketing et tu le rajoutes. Ça fait monter le mur un petit peu, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est ça qui est important. Donc, quel que soit le contexte, en fait. Alors après, moi, j'ai pas été dans des contextes où, en gros, ton métier, c'est de faire de la politique, de la relation au board, de la relation aux dirigeants, de la relation au C-level H24. Tu vois, peut-être un peu plus qu'a connu Emmanuel, j'en sais rien, tu vois, par le passé, ou ce genre de profil-là. Je vais pas parler de quelqu'un qui est pas là, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, le métier est encore forcément un petit peu différent. Tu es forcément un peu plus dans la justification de ton impact au sein de la boîte et ce que tu apportes. Peut-être, voilà, donc il y a peut-être d'autres types, mais c'est pour ça que je reviens à ce que j'expliquais au début sur le relativisme, en fait. C'est vraiment la nature de la boîte, la nature de l'activité et la nature du contexte qui va te dicter la place que doit avoir le marketing. Et après, il faut pas s'excuser d'être là. Faut pas, ça aussi, c'est un truc que je vois assez souvent, quoi. On se pose en victime, en fait, parfois, quoi. On se pose en victime de ah, c'est un cadeau que vous me faites de me filer 1000 balles par mois alors que j'en aurais besoin de 10 fois plus. Non. À un moment donné, tu es là, tu amènes des choses, on amène des choses. Voilà, oui, bah ouais, le marketing, faut du budget pour travailler. On fait de la prod de contenu, on fait du mouvement, les salons, les machins, tout coûte du fric, quoi. C'est pas nous qui avons inventé l'économie. Et ça, je trouve aussi, c'est un truc qui est un peu courant dans nos métiers, je trouve. On voit des profils où on a peur de, tu vois, d'exiger, pas d'exiger, mais de demander des choses dont on a Oui, vraiment besoin. Enfin, le gars qui bosse en prod sur des machines, et c'est quoi ces invests où les mecs font du product dans la tech? Les invests, ils sont délirants en fait par rapport à ce que nous on a en marketing quoi. Est-ce qu'on a déjà vu un seul responsable produit venir s'excuser d'aller, j'en sais rien, prendre 3 mecs en plus, récupérer une nouvelle techno, acheter je sais pas combien de jours hommes pour développer un nouveau programme pour aller un peu plus loin? Et très bien, fine, c'est le cœur du produit ou du service qu'on vend. Mais en fait, le marketing, pour moi, doit se mettre au même niveau de manière différente. Après, on n'a pas le même budget, on n'a pas les mêmes enjeux d'un point de vue volume, probablement, tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais il faut pas s'excuser d'être là, quoi. ouais, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Bah écoute, Dominique, là j'ai une dernière question pour essayer de résumer tout l'échange un peu riche qu'on a eu. J'aimerais bien que tu essayes de me dire si là tu. Je résume là, Non, là. non, non, non. En gros, c'est. Est-ce que tu pourrais me donner, je sais pas, les 2-3 actions clés ou les 2-3 points importants que tu devrais. Si tu dois communiquer avec un autre CMO qui te pose une question sur ça, sur comment montrer l'impact du marketing dans une entreprise, quelle que soit la structure, même si je sais que c'est très variable, comment essayer de l'aider à bien s'aligner avec le revenu, c'est quoi les 2-3 points que tu aimerais qu'il retienne et qui, pour toi, vont avoir de l'impact sur son quotidien? Alors, bien maîtriser le business model, bien comprendre les flux de revenus, d'où ils viennent,
les types de clients différents, les types de revenus différents, s'il y en a, peu importe. Ça, c'est le premier point, très important. Et ensuite, de faire la connexion entre ça et le dispositif qu'on va mettre en place. Et essayer de trouver ce que je disais tout à l'heure, c'est soit des corrélations directes, on les voit. Si, j'en sais rien, tu as des taux de conversion, d'onboarding ou ce que tu veux, des demandes de démo, de je ne sais quoi. Soit des indices. Il faut arriver à faire le lien schématique. C'est-à-dire que tu dois être capable de le dessiner, de dire voilà les flux de revenus, voilà ce qu'on a mis en face adressé à ces types, parce qu'en face d'un flux de revenus, il y a des audiences. Voilà ce qu'on a mis en face adressé à ces audiences. Et voilà ce qu'on arrive à faire à tisser des liens, en fait. C'est comme si, je te dis, tu avais des perles et en fait, tu étais capable de créer en fait, les liens entre chaque perle. Alors, tu n'es jamais sûr à 200%, Oui, à oui. part si les gens te le disent. Mais voilà. Donc, tu vois, je pense aussi que parfois, on se force pas assez à aller maîtriser les flux de revenus, tu vois. Et moi, la discussion avec les CFO, elle est importante. On continue. Comprendre les subtilités, tu vois. Les problèmes qui se présentent. Tu vois, encore hier, chez un client, je parlais d'éléments fiscaux avec un des responsables finance là, avec qui j'étais, pour comprendre un point, tu vois, très spécifique, en me disant, mais attends, c'est quoi qui bloque le client à cet endroit-là pour avancer? Pourquoi il y gagne et pourquoi il y gagne pas? Parce que derrière, moi, déjà, ça peut me donner des arguments, des choses à raconter. Et puis, par ailleurs, ça me permet de bien comprendre son mindset et ce qui lui pose problème et d'arriver à travailler demain avec, j'en sais rien, l'équipe product ou avec les commerciaux pour se dire, en fait, cet argu-là, finalement, c'est un truc qui revient souvent. Donc, en fait, il y a ça. Et après, l'autre conseil mais ça, c'est un conseil, je pense, qui est valable pour tout le monde, c'est en fait, il faut essayer d'aller, parce qu'on n'en a pas parlé, ça, bizarrement, mais il faut essayer d'aller parler avec le client, en fait, quoi. Parler physiquement ou pas physiquement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On n'a pas du tout parlé, c'est une honte. C'est très bien que tu On va clôtures sur ça. recommencer parce que c'est une honte. Mais il faut aller parler au client physiquement ou online. Enfin, trouver toutes les occasions. Et alors, parfois, c'est chaud. Il y a des secteurs où c'est très compliqué parce que les gens n'ont pas l'habitude de parler, s'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils s'en foutent de toi. Il faut quand même essayer. Du NPS, j'en sais rien, de l'email, du market automation, ce que tu veux. Dès que tu as l'occasion physiquement d'aller poser 3 questions à quelqu'un. Moi, chez des clients, ce que je fais de manière assez régulière, c'est de faire des séquences de prise de contact avec des clients. Avec des gens, d'équipes, ça dépend dans les équipes, mais les équipes plutôt market ou product, tu vois. On se prend des listes, on contacte les gens one-to-one. Tiens, est-ce que vous n'auriez pas 10 minutes pour qu'on échange sur votre perception de notre produit ou de tel truc ou machin? Et moi, je le fais régulièrement. J'essaie d'en faire tous les mois. Un peu, 1, 2, 3, pour essayer vraiment de... Quelle est la perception? Est-ce qu'on me fait remonter des trucs que j'avais pas? Des idées, même parfois, qu'on fait remonter à la Pour tech. prendre la tu vois. température. Hein. Ouais. Et ça, faut le faire tout le temps, en permanence. Dès que tu as l'occasion de le faire, faut pas avoir peur. Et je sais qu'on a aussi un peu ça chez les marketeurs. Parfois, on a un peu peur d'aller vers le client, ou on est moins habitué que des sales, tu vois, d'aller dans ce truc-là. C'est un truc super important. En B2B, c'est un peu parfois compliqué, mais il faut essayer de se forcer un peu. En B2C, c'est plus simple parce que les gens sont quand même plutôt sympas et toujours hyper à l'aise au fait de répondre à des questionnaires, des sondages. Il faut bien les penser, que ce soit pas trop long et bien un peu intéressant et tout, mais c'est rarement un écueil, tu vois. Ça, c'est un truc hyper important aussi pour rester aligné sur est-ce que ce qu'on a fait, c'est clair, est-ce que c'est engageant, est-ce que c'est compréhensible, et est-ce qu'ils viennent pour ça? Bon, après, les trucs classiques, comme vous avez connu. Bon, ouais, bref. Oui. Ça, il n'y a pas de secret. Hein. Ça, honnêtement. Et je pense que je me jette moi-même la pierre. Je le fais pas assez, tu vois, dans mes journées, parce qu'en fait, on a tellement d'autres trucs à traiter qu'il y a des moments, je me dis, l'engagement et l'échange avec le client, je devrais le mettre en numéro 1 dans ma to-do quand je commence ma journée. Alors que généralement, c'est plutôt à 17h30 quand tu as fait tout le reste, tu vois. Bah, c'est pas grave, au moins ça existe. Mais voilà, ça aussi, c'est un truc super important. C'est vraiment de garder ce truc-là, quoi. Vraiment l'engagement client et d'essayer de trouver tous les contextes avec tous les outils qu'on a, social media, website, email, tout ce qu'on veut, pour essayer de constituer ces indices de l'impact sur le revenu, quoi. Okay. Je trouve ça super de terminer notre échange sur la place du Attends, du revenu dans le marketing en parlant du client. Trop bien. Merci Dominique, c'était hyper merci cool. Jolan. Merci pour d'être venu et merci pour tous ces insights, c'était hyper riche. Si jamais l'épisode t'a plu et si t'as kiffé découvrir tout ce que Dominique t'a partagé aujourd'hui, je t'invite à t'abonner sur YouTube, à nous suivre, à les mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, etc. C'est hyper important pour la découvrabilité du podcast, montrer un peu ce qu'on fait et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode rapidement.